Bienvenue dans Dossier Noir. Je suis Nicolas et je vous invite à découvrir une affaire qui a marqué l'histoire criminelle. Installez-vous, baissez les lumières et ouvrons le dossier. Aujourd'hui, nous ouvrons un dossier particulièrement dérangeant. L'histoire de Richard Trenton Chase, plus connu sous le surnom de « le vampire de Sacramento ». Un homme dont les crimes ont terrorisé la Californie à la fin des années 1970. Mais contrairement à beaucoup de tueurs en série, Richard Chase n'était pas motivé par l'argent, la vengeance ou même le plaisir de tuer. Il était prisonnier de son propre esprit. Atteint d'une schizophrénie paranoïde extrêmement sévère, il était convaincu que son sang disparaissait progressivement de son corps et qu'il devait en absorber pour survivre. Cette croyance délirante allait conduire à une série de crimes parmi les plus choquants de l'histoire américaine. Voici son histoire. Chapitre 1. Une enfance marquée par les troubles. Richard Chase naît le 23 mai 1950 à Santa Clara, en Californie. À première vue, rien ne semble annoncer le drame. Pourtant, derrière cette apparente normalité, les tensions familiales sont nombreuses. Ses parents se disputent régulièrement. Selon plusieurs témoignages, son père est autoritaire tandis que sa mère est très protectrice. Très jeune, Richard développe des comportements inquiétants. Il présente des signes d'isolement social. Il souffre également d'énurésie chronique et manifeste une fascination inhabituelle pour les animaux. À l'adolescence, ses amis remarquent qu'il semble souvent absent, perdu dans ses pensées. Rapidement, il commence à consommer du cannabis et diverses drogues. Ces substances aggravent considérablement des troubles psychologiques déjà présents. À cette époque, personne n'imagine encore jusqu'où cette maladie va le conduire. Chapitre 2. Les premiers signes de la folie. Au début des années 1970, son état mental se détériore rapidement. Richard développe des croyances complètement irrationnelles. Il affirme que son cœur rétrécit. Il pense que ses os changent de forme. Il est persuadé que son crâne se déplace. Il passe des heures devant un miroir à observer son corps. Très vite, il devient convaincu que son sang disparaît. Selon lui, son organisme est en train de mourir. Pour survivre, il imagine devoir remplacer ce sang. Au départ, il tente une méthode étrange. Il capture des animaux. Il recueille leur sang dans un récipient, puis il le mélange avec des sodas ou du lait avant de le boire. Les enquêteurs découvriront plus tard qu'il conservait également des restes d'animaux dans son appartement. Cette période marque le début d'une véritable descente dans la psychose. Chapitre 3. Les hôpitaux psychiatriques. Sa famille, profondément inquiète, le fait interner. Les médecins diagnostiquent une schizophrénie paranoïde. À plusieurs reprises, Richard est hospitalisé. Les traitements semblent parfois améliorer son état, mais un problème majeur apparaît. Dès qu'il quitte l'hôpital, il arrête de prendre ses médicaments. Très vite, les délires reviennent. À cette époque, les politiques américaines favorisent les sorties rapides des établissements psychiatriques. Les médecins estiment que Richard ne représente pas un danger immédiat. Une décision qui sera lourdement critiquée par la suite. Les médecins pensent avoir évité le pire. Ils se trompent. Chapitre 4. Les premiers meurtres. Le 29 décembre 1977, Richard Chase commet son premier homicide. Sa victime est Ambrose Griffin, un père de famille de 51 ans. Griffin aide sa femme à rentrer les courses devant leur domicile. Sans raison apparente, Chase s'approche. Il ouvre le feu. L'homme s'effondre. Richard repart immédiatement. Aucun vol, aucune dispute, aucun mobile rationnel. L'enquête piétine. Les policiers pensent d'abord à un acte isolé. Ils ignorent que ce meurtre n'est que le début. Chapitre 5. Une escalade de violence. Durant le mois de janvier 1978, Richard Chase erre dans Sacramento. Il tente d'entrer dans plusieurs maisons. Une particularité attire rapidement l'attention des enquêteurs. Lorsque la porte d'entrée est verrouillée, Chase rebrousse chemin.
Mais lorsqu'une porte est laissée ouverte, il considère cela comme une invitation. Plus tard, il expliquera au psychiatre qu'une porte non verrouillée signifiait que quelqu'un l'autorisait à entrer. Cette logique délirante guidera plusieurs de ses attaques. Personne n'imagine encore que Sacramento s'apprête à vivre l'un des épisodes criminels les plus terrifiants de son histoire. Chapitre 6. Pourquoi on l'a surnommé le vampire de Sacramento? Le 27 janvier 1978, Richard Chase pénètre dans la maison de Teresa Wallin, enceinte de 3 mois. Elle est seule. L'agression est d'une violence extrême. Mais ce qui va bouleverser les enquêteurs ne s'arrête pas au meurtre. Depuis plusieurs mois, Chase est persuadé que son propre sang disparaît progressivement et que, pour rester en vie, il doit en absorber de nouveau. Sous l'emprise de ce délire, il prélève du sang sur sa victime et en consomme une partie. Les enquêteurs établiront également qu'il se livre à d'autres actes de profanation directement liés à son état psychotique et à son obsession morbide du sang. Ils comprennent alors que Richard Chase ne cherche pas uniquement à tuer. Dans son esprit profondément malade, le sang représente un moyen de survivre. C'est cette pratique, plus encore que les meurtres eux-mêmes, qui conduira la presse à lui attribuer un surnom devenu tristement célèbre, le vampire de Sacramento. Même des policiers pourtant habitués aux scènes d'homicide déclareront n'avoir jamais été confrontés à une telle horreur. Chapitre 7. Les dernières victimes. 2 jours plus tard, le 29 janvier 1978, Richard Chase poursuit sa folie meurtrière. Il pénètre dans la maison d'Evelyn Miroth. À l'intérieur se trouvent plusieurs personnes. Evelyn Miroth, son fils Jason, son neveu David Ferreira et son ami Dan Meredith. Richard ouvre le feu. 4 personnes perdent la vie. Avant de quitter les lieux, il enlève le bébé de 22 mois, David Miroth. Quelques heures plus tard, les enquêteurs retrouveront malheureusement l'enfant sans vie. Cette découverte provoque une onde de choc dans toute la Californie. Les habitants vivent désormais dans la peur. Beaucoup commencent à verrouiller systématiquement leurs portes et leurs fenêtres. Le surnom de « vampire de Sacramento », popularisé par les médias, fait alors la une de toute la presse américaine. Chapitre 8. L'enquête. Les enquêteurs disposent enfin d'indices, des empreintes digitales, des traces de chaussures, des témoignages. Plusieurs habitants signalent également la présence d'un homme au comportement étrange, aperçu dans le quartier avant les crimes. Rapidement, les policiers identifient Richard Chase. Une surveillance est mise en place. Lorsqu'ils pénètrent dans son appartement, ils découvrent un logement dans un état indescriptible. Des restes d'animaux, des objets maculés de sang, des vêtements tachés et surtout, de nombreuses preuves reliant directement Richard Chase aux différentes scènes de crime. Face à ces éléments accablants, il est arrêté sans opposer de véritable résistance. L'enquête est terminée. Chapitre 9. Le procès. Durant son procès en 1979, la défense tente d'obtenir une déclaration d'irresponsabilité pénale. Les psychiatres confirment qu'il souffre bien d'une schizophrénie extrêmement sévère. Mais l'accusation démontre qu'il choisissait ses victimes et qu'il tentait parfois d'effacer certaines traces après les crimes. Pour le jury, ces éléments prouvent qu'il était capable de distinguer le bien du mal. Richard Chase est reconnu coupable de 6 meurtres. Il est condamné à la peine de mort. Chapitre 10. La fin du vampire de Sacramento. Richard Chase est incarcéré dans le quartier des condamnés à mort. Les gardiens remarquent rapidement qu'il continue à souffrir de graves troubles psychiatriques. Il refuse parfois de manger. Il reste persuadé que quelqu'un cherche à l'empoisonner. Le 26 décembre 1980, Richard Chase est retrouvé mort dans sa cellule. L'autopsie conclut à une overdose de médicaments qu'il avait accumulés pendant plusieurs jours avant de les absorber en une seule fois. Il avait seulement 30 ans. Conclusion. L'affaire Richard Chase reste l'une des plus troublantes de l'histoire criminelle américaine. Non seulement par la violence des crimes, mais surtout parce qu'elle pose une question difficile. À quel moment une maladie mentale devient-elle un danger pour la société? De nombreux psychiatres estiment aujourd'hui que plusieurs occasions d'éviter cette tragédie ont été manquées. Une meilleure prise en charge, un suivi plus strict ou une hospitalisation prolongée auraient peut-être changé le cours de cette histoire. Personne ne peut l'affirmer, mais avec des « si »,
l'histoire ne s'écrit jamais. Derrière le surnom de vampire de Sacramento se cachait avant tout un homme prisonnier de ses propres délires, entraînant dans sa chute des victimes totalement innocentes. Merci d'avoir écouté cet épisode de Dossier Noir. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour ouvrir ensemble un nouveau dossier.